J'ai mis en scène une pièce de théâtre. 10 mois de travail, dont 7 mois de pratique. Un travail à temps plein. Des hauts, des bas, une montagne russe d'émotions. Aujourd'hui, je vous parle de tout ça, de A à Z, avec le plus d'honnêteté possible. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du procès. Mon nom est Camilla et je suis celle qui va vous présenter tout ça. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler des auditions, on va parler des toutes premières répétitions et je vais vous présenter les différentes personnes qui ont participé au projet, que ce soit les acteurs, les personnes à la technique, à la scéno, mais aussi les personnes qui m'ont aidé overall. On s'était laissé lors du premier épisode sur la présentation de projet aux estimateurs et le fait que j'avais pas été confiante d'avoir présenté un bon projet. Je pensais que mon projet était trop ambitieux. Et là, à ma grande surprise, presque une quarantaine de personnes acceptent de passer mes auditions. Donc, mon projet était officiellement lancé. Fait que c'est quoi la suite? Organiser les auditions. Tout d'abord, j'ai créé un formulaire qui demandait aux comédiens et comédiennes intéressés d'indiquer pour quel rôle ils voulaient auditionner et si oui, s'ils étaient confortables de le faire en ligne. Parce que there's no way que j'allais être capable de passer 37 personnes le jour des auditions à la salle Paul Bissonnot si, et j'ai calculé, si je consacrais 10 minutes par audition, sans pause, ça aurait donné 6 heures en une journée, ce qui est impossible. Donc, j'ai décidé de faire auditionner la moitié des personnes le jour J, puis l'autre moitié en ligne sur une période de 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi soir en ligne, puis le samedi en personne sur une durée de 3h30. Ça a été un défi parce que je venais de finir les représentations pour Act of God. J'ai même pas eu une semaine pour me reposer, me remémorer les bons moments, digérer les représentations. Bam! Fallait se lancer dans mon nouveau projet. Quand tout le monde a répondu au formulaire, j'ai fait un horaire et comme prévu, la moitié des personnes étaient en personne et l'autre moitié des personnes étaient en ligne. Et j'ai aussi fait pour ceux qui ont auditionné en personne un document prêt à leur disposition qui permettait de comprendre les caractéristiques psychologiques des personnages. Parce qu'avec seulement un extrait, et vu que c'est pas tout le monde qui était à la soirée de présentation de projet, c'est pas évident. En personne, c'est mon ami Léo qui était là pour m'épauler, prendre des notes et donner la réplique. C'était vraiment professionnel tout ça, c'était vraiment une semaine capotée, j'en reviens pas en rétrospective. Je me sentais vraiment comme dans les auditions, dans les films, même si j'essayais de tout mon cœur pour pas paraître comme sévère ou intimidante. J'avais même acheté des snacks pour les comédiens qui auditionnent en personne pour être certain que tout le monde soit à l'aise. Mais là, je tiens à préciser, oui, il y avait beaucoup d'avantages à auditionner en personne, mais les gens qui ont auditionné en ligne avaient des avantages aussi. Exemple, ils avaient plus de temps. En personne, tu avais moins de 10 minutes, tandis qu'en ligne, ça pouvait aller jusqu'à 20 minutes, si nécessaire. Mais qu'est-ce que je cherchais exactement lors des auditions? 1. Des gens qui ont pris le temps d'analyser, de lire ou de se renseigner un minimum sur le procès, le roman d'origine, le film d'Orson Welles ou ma version sans nécessairement apprendre le texte. 2. Des gens passionnés qui aiment le théâtre autant que moi et qui proposent des idées intéressantes lors des auditions. Et 3. Des gens qui sont capables de s'adapter à mes commentaires. Ce que je veux dire par là, c'est si je propose une nouvelle action ou une émotion en audition, est-ce que la personne va le comprendre et le faire ou au contraire, juste en faire à sa tête, consciemment ou non, hein, évidemment. Fait que ça, c'était mes critères d'évaluation pour les éditions. Maintenant, j'ai envie de vous présenter les personnes qui ont actually été choisies et vous expliquer pourquoi ils ont été choisis. Et en même temps, ça va me permettre de vous faire une description de chacun des personnages. Donc, commençons avec Marie-Lou. Marie-Lou qui a été choisie pour le rôle d'Hilda. Hilda, personnage avec le moins de répliques de la pièce, mais qui est un personnage super important. C'est elle qui se fait manipuler par l'étudiant en droit, qui se fait manipuler par le juge, qui se fait blesser par ces deux personnages-là. Donc voilà. Au départ, Marie-Lou, c'était pas celle que j'avais choisie. Mais lorsque l'actrice s'est désistée, je savais plus trop quoi faire, mais ça, on va en parler plus tard de ce désistement. Est-ce que je demandais à une actrice que j'avais déjà choisie de jouer le rôle? Non, je voulais pas mettre de pression, à savoir Eva, dont on va parler plus tard. Je
je cherchais quelqu'un qui avait l'air un peu plus âgé aussi. Est-ce que je joue moi-même le rôle? Non, parce que je voulais vraiment me focus sur la mise en scène. Puis ce que j'avais pas aimé de mon expérience avec les petites histoires, c'était que je m'étais auto-dirigée. Puis je me suis souvenue de l'audition de Marie-Lou. Oui, elle semblait très nerveuse, plus que les autres qui ont auditionné pour le même rôle, mais le personnage est d'une certaine manière nerveux, donc ça restait cohérent. Et oui, elle était très nerveuse, mais très passionnée par le théâtre, et c'est ça que je trouve plus important que tout. Donc ça, c'était pour Marie-Lou. Joe qui a eu le rôle de Bert, donc Bert qui est le personnage de l'étudiant dont je parlais tantôt, donc qui est très méchant envers Hilda, à savoir psychologiquement, mais surtout physiquement. Étrangement, son audition pour le procès, c'est pas celle qui m'avait convaincue de le prendre, mais plutôt celle qui a fait pour les petites histoires, parce que j'ai aidé aux auditions de Laurent pour Un soupçon. Il y a une manière de s'adapter à son environnement, je trouve, Joe, et son regard. Joe, il a un regard. Bref, dès que j'ai vu son audition, je me suis dit, oh shit, pour la scène de torture, dont nous allons parler beaucoup plus tard, il me faut quelqu'un qui est capable de délivrer une expression avec la moitié du visage caché, parce que la personne qui commet cette torture a un masque. Plus Joe était super poli, super gentil. Je voulais lui donner sa chance. Ensuite, Emmanuel que j'ai pris pour le rôle du juge. Donc, le juge qui n'a, encore une fois, pas beaucoup de répliques. Je crois en ce moment, je suis en train de vous décrire les personnages en fonction du nombre de répliques. Qui n'a pas beaucoup de répliques non plus, mais qui est dans la hiérarchie le personnage le plus haut placé, le plus important. Au départ, Emmanuel n'était pas mon premier choix non plus, mais après avoir envoyé des mails de confirmation, j'ai eu quelques désistements, des personnes qui participaient à plusieurs projets en même temps, qui étaient moins intéressées que prévu, et ça me trottait en tête que j'avais pas choisi Emmanuel. Pourquoi je dis ça? Parce que parmi les quasi 40 personnes qui ont auditionné pour le procès, j'ai l'impression qu'Emmanuel, c'est celui qui me posait le plus de questions, qui s'était le plus renseigné sur le projet, puis je trouvais ça très cool, quelqu'un qui met autant de lui-même dans cette recherche-là. Quand l'acteur que j'avais choisi à la base a laissé sa place à un autre, j'ai pas hésité une seconde à contacter Emmanuel, puis j'avais raison, j'avais besoin de sa compréhension du théâtre et de son analyse de son personnage pour faciliter ma job de metteur en scène. Fait que ça, c'est pour Emmanuel. Eva qui jouait le personnage de Maria, dont on a parlé un peu dans le premier épisode, à savoir la cousine de Joseph, qui fait aussi partie de la même famille que Tante Viviane. Et no joke, je trouve que Eva a eu la meilleure audition parmi les 37 participants. Et by far, elle avait appris son texte, même si, encore une fois, c'était pas une obligation. Elle posait des questions, se servait de son environnement, vu que son audition était en ligne, c'était sa chambre. Et quand elle oubliait ses répliques, elle improvisait. Puis ses impros étaient tellement bonnes que je crois qu'il y en a 2 que j'ai inclus dans une nouvelle version du script après son audition. Je croisais vraiment les doigts pour qu'elle accepte de jouer dans mon projet et non celui des autres. Ça sonne un peu égocentrique, comment je le dis. Mais surprise, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a choisi mon projet et j'étais hyper contente. Ensuite, Pierre Romain qui jouait l'inspecteur, donc l'un des 2 fonctionnaires qui réveille le personnage de Joseph K pour lui annoncer qu'il est arrêté, et c'est l'un des personnages qui se fait torturer plus tard dans la pièce. Donc Pierre Romain, c'est le seul que j'avais déjà dirigé auparavant. J'en connaissais déjà quelques-uns avant le procès, mais autant que Pierre Romain, non. Quand je l'ai vu en audition, je m'attendais vraiment à une performance monumentale, et je lui ai dit après, le podcast ne va pas être une surprise pour lui, mais je vous jure, son audition était exactement le contraire de ce que je cherchais chez l'inspecteur. J'étais choquée. Mais pourquoi je l'ai pris alors? Est-ce que c'est par favoritisme? Pas du tout. Parce que, alors que sa première partie d'audition s'est hyper mal passée, je me suis assise avec lui et je lui ai dit « Ok, c'est pas du tout ce que je cherche. » J'ai précisé les intentions de jeu et il a réussi à s'adapter. C'était pas parfait, mais c'est exactement ce que je cherchais. Des gens qui comprennent mes critiques et les raisons pourquoi je l'ai fait. Comme je l'ai expliqué tantôt, c'était un de mes critères d'évaluation. Puis je crois que parmi toutes les personnes qui ont auditionné pour le procès, c'est lui qui l'avait respecté le plus, d'où la raison pourquoi je l'ai choisi. Ensuite, son partenaire de jeu, Vincent, le brigadier. Je suis en train de relire mes notes pour Vincent.
Je trouve ça très drôle. J'ai juste écrit la journée de son audition. J'aime sa vibe. Je trouve ça très drôle. Mais c'est vrai, j'adore la vibe de Vincent. Mais si je devais développer un peu plus que ça, j'avais beaucoup aimé sa performance dans Meurtre et Mystère. C'était une de mes préférées. Sa manière de travailler sur Osage County, en tant que metteur en scène aussi. Avoir un ancien metteur en scène dans mon équipe, surtout d'une pièce que j'avais autant aimée. Je l'ai dit à Vincent, Osage County, de la saison dernière, je crois que c'est la meilleure pièce qui a été présentée aux Exclamateurs. Ben, ça m'intéressait de travailler avec lui. Plus, lors de son audition, il m'a dit qu'il avait rejoint le projet pas pour le livre ou le film, mais vraiment pour les thématiques que j'avais abordées lors de ma présentation de projet. Je trouvais ça cool parce que tout le monde, quand je leur demandais pourquoi ils auditionnaient pour la pièce, beaucoup revenaient au livre et au film. Donc ça faisait du bien, c'était très rafraîchissant. D'autres choses, son intonation, ses silences, très intéressant. J'avais en face de moi le narrateur de mon histoire, puis j'étais très, très, très contente. Alors Daniel qui jouait à la fois Madame Grubach, à savoir la propriétaire de l'établissement dans lequel Joseph habite, mais aussi Tante Viviane, qui est la tante de Joseph. Daniel a apporté une audition vraiment très intéressante, surtout par les idées qu'elle a proposées à son audition. Elle a proposé que Tante Viviane et Madame Grubach soient jouées par la même personne, mais avec des accents différents. Son enthousiasme, ses idées débordantes de créativité, bien, c'était très différent des autres auditions que j'avais eues cette journée-là. Puis encore une fois, comme Vincent, je trouve que les deux sont de très bons exemples d'à quel point ça a été rafraîchissant des autres auditions que j'ai pu avoir cette journée-là. Ensuite, Patrice. Patrice qui jouait Bloch qui est un client de l'avocat dont nous allons parler plus tard. Très misérable, le personnage de Bloch, très dépendant aussi. Patrice est aussi une personne qui n'avait pas été choisie au début. Son audition en soi était correcte, rien de particulièrement mémorable. Mais je me disais que Patrice, pendant son audition, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il avait l'air vraiment willing, capable de plonger dans cette histoire-là. Tu sais, je lui parlais de ce que le personnage était supposé faire sur scène, puis il était quand même partant. Puis je sais pas, je trouvais que dans la voix de Patrice, il y avait quelque chose de super intéressant qu'on aurait pu travailler. Une voix confiante pour le manager, puis une voix misérable pour le personnage de Bloch. Ah oui, parce que Patrice jouait aussi le personnage du manager de Joseph. Pas mal ça, sa description, le personnage du manager, voilà. Et oui, le comédien qui était supposé à la base de jouer le rôle de Bloch s'est décidé pour une autre production des Exclamateurs. Et j'ai choisi Patrice et je suis finalement contente d'avoir pris cette décision. Alors, il nous reste nos 4 personnages avec le plus de répliques. On parlait de l'avocat, c'est à son tour Auguste, qui a été interprété par Pierre Berthé. Le personnage d'Auguste, comment je pourrais le décrire? C'est l'avocat de Joseph, très pédant. Personnage à la base incarné par Orson Welles dans le film. Donc, le comédien avait une grande pression sur ses épaules. Mais pourquoi j'ai pris Pierre? Je me souviendrai toujours de mon interaction avec Pierre à ma présentation de projet. Il était passionné, il me disait qu'il serait prêt à jouer Joseph à all costs. Puis les membres du CA qui sont venus me voir après pour me dire « Ah, mais tu sais, Pierre Berthé, il fait partie des Exclamateurs depuis longtemps. » Puis quand je l'ai vu en audition, il était vraiment à son affaire, professionnel. Ça m'a fait quelque chose. Mais je trouvais qu'il serait tellement parfait en Auguste. Puis Auguste, c'est un rôle challengeant. Il reste toujours dans son lit, ou presque toujours dans son lit. Puis j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait jouer avec ça. Pas que les autres ne l'étaient pas, mais j'avais beaucoup de questionnements sur ce personnage, puis j'avais besoin de quelqu'un qui serait prêt à se questionner autant que moi. Et la personne que j'ai rencontrée en audition, à savoir Pierre, plus tard, j'ai appris que ce n'était pas la personne sérieuse que j'ai rencontrée en pratique. Mais c'est pas grave, ça m'a fait découvrir un autre côté de sa personnalité. Mais ça veut pas du tout dire qu'il n'était pas fait pour Auguste. Au contraire, je suis très, très, très contente de l'avoir choisi. Mélanie, qui jouait Mademoiselle Borsner, la voisine de Joseph, aussi danseuse dans un bar. Mademoiselle Borsner, c'est le rôle qui a été le plus auditionné. Je crois que le tiers des personnes qui ont passé l'audition ont auditionné pour le rôle de Mademoiselle Borsner. Elle avait de la concurrence, Mélanie. Puis ce que j'ai le plus aimé de son audition, c'est qu'elle m'a dit dès le début qu'elle était prête à s'investir à 100% dans le projet. Pas juste dans son rôle, mais aussi ailleurs, par exemple en CENU, aider avec les finances,
etc. C'est plutôt rare d'avoir autant d'enthousiasme dès l'audition. Fait que c'est clairement ça qui l'a distingué des autres actrices qui ont auditionné pour Mademoiselle Bosner. Anna qui a auditionné pour le rôle de Lena. Lena qui est la secrétaire de Auguste, qui est à la fois très enfantin et très séductrice. Puis c'est pour ça que selon moi, c'est le rôle le plus difficile de la pièce parce que c'est un personnage qui doit constamment switcher entre ces deux personnalités-là. Puis la plupart des gens qui ont auditionné pour le rôle gardaient en tête uniquement le côté femme fatale, malgré le fait que j'avais indiqué que ce personnage-là avait clairement deux facettes. Mais elle, au contraire, elle a surtout apporté le côté enfantin à son audition. Puis c'est ça qui l'a complètement dissocié des autres. Puis le fait qu'elle m'a expliqué l'expérience qu'elle a pu avoir, par exemple, dans d'autres pays, ça m'a tout de suite convaincue. Et finalement, Olivier dans le rôle de Joseph, donc Joseph K, le personnage qui se fait arrêter au tout début de la pièce et qu'on suit son aventure. Ah, Olivier, son audition en personne, franchement, il était vraiment bon, mais il y avait un doute qui me trottait dans la tête. La confiance qu'il donnait au personnage, je trouve qu'elle était pas mal proche de celle que son personnage avait dans Act of God parce que, oui, pour ceux qui n'ont pas vu Act of God, Olivier jouait mon oncle. Mais c'est ma faute. Je m'explique. Je disais dans l'épisode 1 que les scènes d'audition que j'avais choisies n'étaient pas les bonnes. J'ai choisi le fameux monologue de Joseph pour l'audition et c'est la seule scène dans toute la pièce dans laquelle le personnage de Joseph est réellement confiant. Fait quand j'ai vu Olivier jouer la confiance, j'ai cru qu'il était seulement capable de jouer comme il avait pu jouer dans Act of God, mais il était quand même dans mon top 3. Le top 3 était très 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 serré. Je savais vraiment pas qui prendre. Donc, j'ai recontacté Olivier pour lui faire auditionner une scène différente pour savoir s'il y avait vraiment un range dans son jeu. Et j'ai aussi parlé à des personnes qui avaient travaillé avec les 3 comédiens que j'avais en tête pour jouer le rôle de Joseph, pour savoir, selon eux, qui fonctionnerait le mieux avec ma personnalité. Et le nom d'Olivier est celui qui est revenu le plus souvent dans les conversations que j'ai pu avoir. Pourquoi? Pour son organisation, pour le fait qu'il s'investit beaucoup dans les projets qu'il entreprend. Puis, comme on va le voir plus tard, oui, il s'investit énormément. Puis, on m'a beaucoup posé la question de est-ce que tu l'as choisi parce que vous avez déjà joué dans Act of God ensemble? Pas tant, parce qu'on n'avait qu'une scène en commun, on se parlait pas tant. Moi, j'étais beaucoup plus avec les acteurs plus jeunes et lui, il était avec les acteurs qui jouaient, par exemple, mes parents ou ma tante. Donc, on n'avait pas beaucoup d'interaction entre nous. Donc, non, pour répondre à vos questions, ce n'est pas du favoritisme. Alors, le soir du 21 juin à 22h, j'ai envoyé 3 types de courriels. Le premier disant aux personnes qui m'avaient le plus marqué en audition qu'ils avaient été choisis pour faire partie de l'aventure. Le deuxième, que malgré des auditions de qualité, les personnes en question n'ont pas été choisies. Et troisièmement, des mails à une poignée de gens pour leur dire que certes, ils n'avaient pas été choisis, mais que je les ai considérés sérieusement si un acteur se désistait. Et dans ce 3 types de courriels, j'ai précisé 2 choses. La première chose que j'ai précisée, et je vais le citer directement, la moitié des gens auditionnants sont des gens que je connais bien, entre parenthèses, ayant fait des projets avec eux aux Islamateurs ou dans un cadre scolaire, et l'autre moitié est composée de nouveaux visages. C'est vraiment génial. En revanche, je tiens à vous rassurer que mon amitié avec certains d'entre vous n'aura aucune influence sur mon audition. Si je trouve que quelqu'un que je connais pas est meilleur, cette personne sera choisie, entre parenthèses, et si je choisis quelqu'un que je connais, c'est pour son talent et non dû au fait qu'on a déjà travaillé ensemble. Je voulais mettre ça au clair, ayant déjà entendu certains commentaires lors d'auditions de pièces amateurs ou étudiantes. Voilà, fin de la citation. Comme je l'ai précisé tantôt avec Olivier, il y avait d'autres personnes que je connaissais, Pierre-Romain, Daniel, Patrice, parce que Daniel et Patrice, on a joué ensemble dans Alice. Pourquoi j'ai précisé ça? Parce que je voulais pas que certaines personnes se retournent contre moi. Et si vous décidez un jour de faire des auditions pour un projet de théâtre, de cinéma, étudiant ou amateur, je vous donne un conseil, prenez le temps d'écrire des messages de félicitations ou d'excuses. Les gens ont mis du temps et de l'effort dans leur audition, pour la plupart en tout cas. C'est la moindre des choses de faire pareil en retour. Et c'est la deuxième chose qui a été précisée dans les 3 courriels, même ceux des personnes qui ont été prises, c'est que j'étais ouverte aux discussions, expliquer pourquoi certaines personnes ont été prises, d'autres non, attendre les réponses de tout le monde, particulièrement ceux que je savais qui avaient été spotés par d'autres metteurs en scène pour leur propre pièce. Ça m'angoissait tellement, je vous jure, à chaque 5 minutes, je
Je regardais mon téléphone pour savoir si un des comédiens choisis avait des questions. Donc, 2 des comédiens choisis ont accepté de jouer dans ma production, même s'ils avaient été pris dans d'autres productions des Islamateurs, à savoir Daniel pour la pièce de Jean Barré-Dufresne et Pierre dans la mise en scène de Samuel Marchand. Alors, j'ai eu une discussion avec eux pour voir s'ils étaient prêts à avoir une année autant chargée en théâtre et les 2 m'ont eu l'air assez professionnels et déterminés pour faire 2 pièces en même temps. Pour m'aider à la création de ce projet-là, j'avais pas le choix d'aller chercher de l'aide pour la scénographie, la technique budgétaire et même pour la pub. La pub, même si c'était pas une priorité, pas parce que c'est moins important, c'est juste que j'ai actually des connaissances en publicité contrairement aux autres projets d'une production, mais je voulais trouver quand même des personnes pour m'aider. Mais pour les 3 aspects mentionnés plus tôt, je pense honnêtement que mes sœurs de 8 ans seraient plus compétentes que moi sur le budget, sur la technique, sur la scéno. Donc, il fallait que je trouve des personnes compétentes. Donc, cette partie de l'épisode, je vais vous présenter les personnes qui ont participé au projet, mais dans l'ombre. Pour l'instant, on va vraiment résumer tout ça et dans les prochains épisodes, on va développer sur des trucs qui se sont bien passés ou pas. Je tiens à préciser que contrairement aux acteurs que j'ai engagés dans un processus d'audition, c'est pas le cas pour les gens du comité Céno. Certains sont des gens du casting qui voulaient s'investir encore plus et d'autres sont des gens qui m'ont exprimé leur envie d'aider, même s'ils n'ont pas été choisis pendant les auditions. Alors, je vais commencer avec le comité publicité, donc Léo. Léo, c'est un ami que j'ai rencontré lors de mon parcours universitaire vers février 2025. On avait beaucoup de points en commun. On a parlé beaucoup de son ambition de reprendre le théâtre. Et moi, j'avais eu beaucoup de plaisir à faire mon projet de fin de session avec Léo. On a eu une mauvaise note, mais je me souviens d'avoir passé vraiment un bon moment. Il a participé au court-métrage que j'ai aidé à réaliser durant l'été, puis je trouvais vraiment que son travail était de bonne qualité. Il a auditionné pour un rôle, il l'a pas eu, mais je voulais quand même travailler avec lui sur le procès d'une manière ou d'une autre. Il nous a aidés avec la pub, mais aussi avec la scéno. Et Vincent s'est proposé pour nous aider, moi et Léo, à la publicité. Et parmi les 2 personnes dans le comité pub, je voulais absolument qu'il y ait une personne qui fasse des publications qui sont plus proches de ce que les Islamateurs font habituellement. Vu que pour Léo, c'est sa première production avec la troupe et que Vincent fait littéralement partie du CA, ben, pour moi, ça faisait plus de sens que ce soit lui. Donc, quelles ont été les tâches pour le comité pub? Alors, pendant que Vincent produisait des publications sur Facebook, de son côté, je m'occupais de la planification, de créer le compte Instagram, puis de brainstormer sur des idées de pub. Et Léo les mettait en pratique avec moi en faisant du montage. Comité budget. Alors, il y avait Mélanie. Comme je l'ai expliqué plus tôt, quand on a parlé lors des auditions avec Mélanie, j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle voulait s'investir même dans les comités. Fait que c'est pour ça qu'elle en a fait partie. Et Pierre Romain, je l'ai contacté avant même que les auditions commencent pour savoir si, même s'il n'était pas pris, s'il pouvait m'aider avec le budget. Et il m'avait répondu oui. Finalement, il a joué dans la pièce, mais il nous a quand même aidé d'une manière ou d'une autre. Donc, à quoi je m'attendais du comité budget? Qu'une personne soit en charge du GoFundMe, et qui est de le créer, de choisir des avantages pour ceux qui ont contribué, inscrire dans un document que l'argent a été utilisé pour faire des updates, par mail à ceux qui ont contribué, et l'autre personne qui, je voulais, soit en charge des factures, des remboursements, et finalement de me contacter s'il y avait des imprévus ou des grosses dépenses. Le comité technique, il y avait Evelyne, donc trouver quelqu'un pour la technique, c'était ma plus grosse inquiétude. Pendant ma présentation de projet, j'ai mentionné le fait que je cherchais des gens pour m'aider sur plein d'aspects, mais surtout à la technique. Et à ma grande joie, Evelyne a accepté, puis j'étais vraiment contente parce que j'allais voir Terrain glissant de la troupe Histrion. Puis j'ai trouvé le travail qui avait été accompli à la lumière et au son absolument malade. Fait que c'était vraiment un honneur que Evelyne est venue me voir à la fin de la présentation des projets pour me proposer son aide. Et deuxième personne au comité technique, Charlotte. Donc, contrairement aux autres membres des différents comités, mais Charlotte n'a pas rejoint l'équipe en juillet/août, mais plutôt au mois de novembre. En fait, j'ai découvert Charlotte dans le cadre de la dernière production de Barre Oblique, à savoir le Cabaret des horreurs. J'avais un tout petit rôle, puis elle s'occupait de la technique de ce même spectacle-là. Puis j'ai adoré son énergie, son enthousiasme qu'elle a apporté au projet. Puis quand on a discuté de nos projets à venir, elle m'a mentionné sa passion pour Kafka. J'aimais beaucoup son énergie et l'enthousiasme qu'elle a apporté au projet. Puis je lui ai parlé de mon projet d'adaptation de Kafka et elle a tout de suite voulu en faire partie. Et vu que j'avais discuté avec Evelyne qu'elle avait besoin d'aide à la régie, quelqu'un pour l'épauler, eh bien, elle m'a paru comme la personne parfaite pour le faire. Certaines personnes doivent penser pourquoi avoir inclus la régie aussitôt dans le processus de création. En fait, j'y connaissais tellement pas en lumière et en son que je voulais vraiment m'assurer que tout se passe le mieux possible lors des générales, puis
que j'avais pas besoin de changer de grands aspects de mise en scène. Donc, qu'est-ce que Evelyne et Charlotte devaient faire? Approuver les divers documents que j'avais faits, trouver des solutions, exemple avec les micros, les lumières stroboscopiques, etc. et être présent en pratique pour mémoriser quand partir les divers cues. Comité scéno. Donc, comme je l'ai dit tantôt, Léo a aussi aidé à la scénographie, donc je ne vais pas le représenter. Mais qui sont les deux autres personnes qui m'ont aidé? Donc, il y a Martine qui a joué ma tante dans Act of God, d'ailleurs en compagnie d'Olivier. La saison précédente, elle m'avait dit qu'elle voulait auditionner pour mon projet, mais que si elle n'était pas choisie, que ce serait un honneur pour elle de nous aider de quelconque manière. Puis vu que j'avais vraiment aimé son énergie en travaillant avec elle sur Act of God, je pouvais pas dire non à sa proposition. Et finalement, Anna, un peu similaire à Mélanie, mais cette fois-ci pour le comité Scéno, m'avait exprimé son envie d'en faire partie, simple, efficace. Plus, elle m'avait rapidement dit qu'elle avait eu de l'expérience en scénographie avec d'autres productions dans d'autres pays. Puis ça, je trouvais ça très cool. Quel était leur job? Basically, c'était de trouver à faible prix des éléments de costume, des accessoires en prenant compte de mes attentes et des envies des comédiens. Plus, ils sont chargés de trouver des maquillages adéquats, car il y a 3 maquillages conséquents dans le procès, mais aussi de construire certains éléments de décor et finalement de m'aider à organiser qui déplace quoi. Et finalement, même si ces personnes viendront m'aider beaucoup plus tard dans le processus et qui ne font pas réellement partie de quelconque comité, je voulais vous présenter 3 personnes qui m'ont aidé sur le projet. Donc tout d'abord, il y a Fred qui nous a aidés au déplacement de décor. Fred avec qui j'ai fait une pièce au cégep, un très 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 grand ami à moi. Je vais expliquer très très tard dans le processus du making-of, à savoir dans l'épisode 5, pourquoi on a fait appel à lui, mais basically c'était tout simplement pour nous aider à la billetterie et au changement de décor. Ensuite, Mimi. Donc, Mimi est coordinatrice d'intimité professionnelle, mais également cascadeuse et comédienne. J'avais beaucoup aimé travailler avec elle brièvement sur Alice, puis j'avais vraiment beaucoup aimé sa manière de parler avec les comédiens, analyser avec eux les scènes, même si dans le procès, les scènes n'étaient pas aussi intenses que dans Alice. J'avais quand même besoin de quelqu'un pour m'épauler sur quelques passages, par respect pour les comédiens, mais aussi parce que j'avais peur en tant que metteur en scène de ma première production longue, de mettre des scènes aussi violentes et à caractère sexuel. Et finalement, Antoine, c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées au sein des Islamateurs, puis même s'il ne nous a pas aidés avant le mois de novembre, je trouve qu'il a beaucoup apporté au procès. J'avais besoin de quelqu'un qui est à l'opposé de ma personne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Antoine, c'est pas un stressé de la vie, contrairement à moi. Ça et le fait que je voulais quelqu'un qui ne connaît absolument rien au roman d'origine, qui peut emmener un point de vue de pur spectateur. J'avais besoin de quelqu'un pour m'épauler à la gestion des différents comités dans les environs du mois de novembre. Bon, assez parlé des présentations et des comités. Ici, nous discutions des répétitions qu'on a eues durant l'été, même si on pourrait pas vraiment appeler ça des répétitions. Bref, les premières répétitions ont été à la fois les meilleurs et les pires moments pour moi sur le procès. Bon, je vais commencer avec le négatif, comme ça on pourra discuter de ce qui a été le plus fun durant le mois de juillet et août. Le début du mois de juillet a été pas mal mouvementé pour moi d'un point de vue personnel. J'ai break-up d'une relation de plus de 5 ans, j'ai dû déménager dans un appartement en vitesse. Je me suis chicanée avec ben du monde, j'ai dû, par obligation, continuer l'université à temps partiel pour amasser plus de sous. J'étais au plus bas que j'ai été depuis longtemps. Puis je me disais que si toute mon année 2025 allait être comme ça allait être impossible que je puisse faire le procès dans ces conditions. Mais toutes les personnes qui font du théâtre seront d'accord avec moi, enfin j'espère. C'est que les pratiques permettent vraiment de décompresser de la vie de tous les jours et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc la moitié des rencontres individuelles ont commencé avant notre première lecture et l'autre partie après. Moi, dans le meilleur des mondes, je l'aurais tout fait avant, mais j'ai déjà eu la chance d'avoir pu commencer mes pratiques durant l'été. Donc, je donnais le choix aux acteurs de la date, s'ils voulaient le faire en virtuel ou en personne, et si c'était en personne, le lieu où ils voulaient le faire. Peu importe où, j'allais me déplacer. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Faire des rencontres individuelles avant une première lecture, j'ai jamais vraiment eu ça. Mais j'avais eu une rencontre avec la metteur en scène d'Act of God, à savoir Nathalie, dans laquelle on a appris un peu à se connaître, regarder les intentions du personnage, discuter du projet en général. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça, mais avec tous les comédiens, autant ceux avec beaucoup de répliques que ceux qui en avaient pas beaucoup. Mais ça ressemble à quoi une rencontre individuelle avec un comédien? C'est divisé en 3. La première partie, c'est des questions que je leur pose, comme des anciens projets auxquels tu as participé, ce que tu cherches chez une bonne metteur en scène, ce que tu cherches dans une bonne équipe de comédiens, tes inquiétudes par rapport au projet. D'ailleurs, j'aimerais souligner les inquiétudes qui m'ont été transmises lors de ces discussions-là. Je vais dire les 3 plus récurrentes. 1. Ne pas être capable de faire toutes les tâches que je demande en dehors des pratiques.
2, de faire un projet pour la première fois avec autant de gens. Et 3, pas avoir de la publicité à la hauteur du projet. Puis je crois avoir réussi à calmer ces dites inquiétudes-là. Oui, je donnais des tâches à chaque semaine, mais je donnais du temps supplémentaire si les tâches étaient beaucoup plus conséquentes. Puis si les comédiens me textaient qu'ils n'avaient pas le temps de s'y pencher, ben je leur donnais plus de temps, évidemment. Puis pour le point sur faire un projet avec autant de gens, j'ai vraiment commencé en petit groupe avec 2 ou 3 personnes. Puis c'est plus vers le mois d'octobre que j'ai commencé à faire des répétitions avec tout le monde. Comme ça, c'est moins intimidant pour les nouveaux. Puis finalement, je pense que le comité pub a fait un excellent job pour rendre le projet intéressant aux yeux de notre futur public. Anyways, on va continuer sur les questions. Sur une échelle de 1 à 10, tu penses être bon comment pour apprendre ton texte? C'est une scène qui contient de la violence et du contact sexuel. Est-ce que tu as besoin d'une coordinatrice d'intimité? Il y en a qui m'ont dit non. Il y en a d'autres qui seraient ouverts à l'idée, puis il y en a qui m'ont dit oui. Je voulais savoir comment ils ont trouvé leur édition. Et finalement, est-ce qu'il y a des ressemblances entre toi et ton personnage ou un rôle que tu as pu jouer par le passé? Ça, j'avoue, c'est rare que cette question ait été répondue autrement que par non, j'ai rien en commun avec mon personnage parce que les personnages sont pas mal extravagants. Mais le peu de oui que j'ai eu, c'était intéressant de travailler là-dessus lors des premières répétitions. Fait que ça, c'était la première partie des rencontres individuelles. Poser des questions. Et la deuxième partie, c'était parler de ma vision. Exprimer les ressemblances et les différences avec les personnages joués par le comédien par rapport au roman et au film. Parce qu'il y a des personnages qui sont très proches du roman d'origine. Je pense à celui de l'inspecteur. Il y en a d'autres qui sont très proches du film. Je pense à celui de Burt. Il y en a qui n'ont rien à voir, comme celui du juge. Mais je voulais absolument discuter des intentions de personnages et caractéristiques physiques et psychologiques avant les pratiques pour nous faciliter la tâche. Parce que 3 heures par semaine, ça peut paraître beaucoup, mais trust me, ça passe vite. Et finalement, la dernière partie, c'est lecture des scènes, page par page. On lisait chaque page individuellement, le comédien jouait son rôle, puis je lisais les didascalies et les répliques des autres personnages. Quand on finissait une page, on s'arrêtait et je notais ce que le comédien en pensait, s'il y avait des questions ou même des choses à apporter. Par exemple, j'ai beaucoup écrit des bouts de dialogue où le vouvoiement était utilisé plutôt que le tutoiement, ce qu'on a changé, et des passages complets du roman d'origine qui sont là pour confondre le lecteur, comme je l'avais expliqué. Puis moi, mon objectif, c'est que vu qu'au théâtre, c'est plus compliqué de faire passer ce message-là de confusion, j'en avais supprimé beaucoup, mais pas toutes. Donc, c'est pendant les rencontres individuelles qu'il y a quelques passages qui ont été supprimés. La seule personne avec qui j'ai travaillé différemment lors de ces rencontres individuelles-là, c'est Olivier, parce que le dude, il y a tellement de répliques que si on lisait page par page, il aurait fallu qu'on soit de l'ouverture du café dans lequel on était jusqu'à sa fermeture. Donc, on a fait autrement. On a discuté davantage des relations de son personnage et comment il les entretenait avec les autres personnages. Est-ce qu'il ressentait de l'amour envers eux, de la haine, de la timidité, de la naïveté? Puis on a beaucoup discuté aussi de la criminalité de son personnage, de son approche par rapport au sentiment d'être accusé de quelque chose, d'être constamment observé, de l'approche de son personnage envers les femmes surtout. Et finalement, ça c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en emphase dans ma version, c'est le côté enfantin du personnage. On a théorisé ensemble sur ces différents aspects, comment il pourrait les apporter physiquement sur scène, mais on a très peu regardé le texte, lui et moi, cette journée-là. Bref, comme dit plus tôt, le mois de juillet, c'était vraiment pas facile, mais bosser sur le procès, ça m'a vraiment permis de me distancier de tout ce qui allait pas dans ma vie perso. J'avais une rencontre individuelle, 1 fois par 2 jours, puis les autres jours, je travaillais davantage sur tout ce qui était pas direction d'acteur, donc révision du script, révision du miro, création d'un document avec tous les accessoires. Et le 17 juillet est venu notre première lecture où on s'est réunis chez Pierre Romain. Les gens se sont présentés, j'ai exprimé mes attentes à travers un super beau PowerPoint. Puis on a lu le scénario, j'étais tellement contente. Ça m'a fait tellement du bien d'entendre des gens lire sur quoi tu travailles depuis des jours, des semaines. Mais sérieusement, si vous doutez un jour de la qualité de votre travail, je vous conseillerais jamais assez de faire lire votre texte à des gens. Des fois, des phrases qui sonnent super bien par écrit, vont sonner dégueulasses à voix haute, puis vice-versa. Mais ouais, j'ai vraiment aimé faire cette première lecture, plutôt chill, chacun apportait des snacks, des drinks. Je sais pas comment l'expliquer, mais on se prenait au sérieux, mais à la fois pas du tout. Puis je pense que ça a vraiment bien caractérisé les répétitions qui vont suivre par la suite. On a parlé des pratiques, on a parlé d'à quoi allait ressembler l'horaire, de comment payer sa cotisation, l'endroit dans lequel sont regroupés tous les documents et mes objectifs liés au projet. J'en ai rendu 5 très clairs, 5 objectifs. 1. Faire un travail dont on est fier. 2. Développer un bel esprit d'équipe. 3. S'amuser. 4. Transformer mon scénario en une adaptation qui vous est propre. Et 5. Développer notre expérience.
Puis je me souviens vividement de lorsque je suis revenue chez moi, tout le stress de est-ce qu'ils vont bien s'entendre, c'est complètement dissipé. Puis j'ai bien dormi cette soirée-là. C'est con à dire, là, mais j'ai bien dormi. Donc, peu de temps après, on a commencé les répétitions. Je ne veux pas mentionner le nom de notre première salle de pratique parce qu'on n'a pas eu une super expérience, puis je ne veux pas avoir des problèmes. Mais la première pratique était avec Pierre Romain et Olivier, puis je suis tellement contente que ça a été le cas. Ça a été hyper rassurant d'avoir les deux comédiens que j'avais déjà dirigés. Pierre Romain dans Ma petite histoire et Olivier dans le court-métrage que j'avais aidé à réaliser durant l'été, le court-métrage de mon ami. Ça m'a permis d'avoir des bonnes bases puis une ambiance déjà chaleureuse. Puis si je faisais des erreurs, première pratique, c'était pas si grave, j'allais le savoir pour la suite parce que j'étais bien entourée. Puis à partir de celle-là, c'était une pratique par semaine. 21 août, c'était la deuxième pratique, cette fois-ci avec Olivier. Attendez-vous à avoir son nom plein de fois. Il était là à 95% des répétitions. Et Daniel. C'était rassurant encore une fois, cette deuxième pratique, parce que Daniel, certes, je ne l'ai pas dirigé, mais on a joué dans Alice ensemble. Mais c'était la première, entre guillemets, nouvelle personne que je mettais en scène. Et c'est aussi la première pratique où je me suis dit, why not? On va ouvrir le compte Instagram. Puis je suis tellement contente de l'avoir fait. On a pu garder à un seul et même endroit plein de souvenirs liés à la production. Puis en plus, créer une sorte de crédibilité à la production. D'ailleurs, je vous invite pendant l'écoute du podcast de suivre les photos du compte Instagram pour avoir un visuel de ce que je dis. Mais, même si la pratique avec Daniel s'est super bien passée, pareil pour celle de Pierre Romain où nous sommes focus sur tout le début de la pièce avec lui quand il réveille Joseph. Et Daniel, on s'est surtout focus les scènes avec elle et Joseph, mais elle en tant que Madame Krubach. Mais les premières pratiques n'ont pas été que du positif. Mais pour en savoir plus, on se voit au 3e épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Contrairement aux 2 premiers épisodes, le 3e, 4e et 5e sortira dans 2 semaines, à la mi-mai. Donc, restez à l'affût. Si vous voulez plus d'informations sur qui a aidé à la conception du podcast, je vous invite à regarder la description. Merci beaucoup et bonne journée.